Bonjour Karim. Bonjour Marie. Eh bien, je suis enchantée de faire cette petite émission avec toi aujourd'hui sur les hormones du bien-être. Alors juste deux mots pour te présenter, mais je te laisserai le faire après. Tu es Gestalt thérapie, je ne sais pas comment on appelle ça. Gestalt thérapeute, tout à fait. Gestalt thérapeute, coach, consultant, directeur de l'IFGAP. Je t'ai déjà reçu dans une émission au sujet de ton premier livre qui s'intitule « Comment bien se réveiller le matin ». Bien se réveiller chaque matin, le moment décisif pour équilibrer ses biorhythmes. Voilà, qui est un ouvrage qui est sorti, en avril de l'année passée, donc 2017. Voilà. Chez Guy Trédaniel, l'éditeur Trédaniel. Trédaniel, voilà. Et là, tu es en passe d'éditer un deuxième livre. Tout à fait. Comment développer les hormones du bien-être. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, mais pourquoi t'être intéressé à ce sujet-là des hormones et du bien-être et voir même le lien qu'il y a entre les deux? Donc mon premier métier, c'est la thérapie, et mon deuxième métier, en fait, qui est aussi le premier, qui est tout ce qui concerne le mieux-être et la prévention. Hein. Et comme mon approche est centrée sur la mise en jeu de manière active du corps, je me suis toujours intéressé à la neurophysiologie du corps. Et là, depuis un certain nombre d'années, il y a les neurosciences qui sont d'actualité. Et donc, il y a notamment ce qu'on appelle la neuroendocrinologie, qui est une discipline récente et très passionnante et qui a mis en évidence quand on se sent bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on ressent du plaisir, qu'est-ce qui se passe? Hein? Et donc le bien-être, le bonheur, c'est le grand terme actuel, hein. On est bonheur à toutes les sauces. Au niveau de notre organisme, qu'est-ce qui se passe? Il y a des substances qu'on appelle les hormones qui caractérisent certains de nos états. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons générer tout naturellement ces substances, donc ces états de bien-être. Ok. Alors, je vais te donner la main parce que comme le livre n'est pas encore sorti, il est en cours, bientôt terminé. Je ne l'ai pas lu, je ne pourrais pas te poser forcément des questions sur le contenu. Donc, par quoi on commence, Karim? Alors, bon, le système nerveux et endocrinien, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir. Hein. On connaît encore pas grand-chose, même si ce qu'on connaît est déjà extraordinaire et passionnant. Moi, j'ai retenu, je me suis centré sur 4 hormones. Hein. Il y a la dopamine, qui est l'hormone, pour simplifier, de l'addiction. Hein. On connaît le circuit de la récompense qui font que, par exemple, on va devenir addict au sucre, au chocolat et autres, notamment dans le système, dans le centre, l'hypothalamus et l'hypophyse, entre autres, il y a des générations de substances. Et donc la dopamine est une qui va rentrer en jeu. Et si nous n'y prenons pas garde, nous rentrons dans ce qu'on appelle les addictions, la dépendance au chocolat, la dépendance au sucre et à toute autre dépendance d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est la dopamine, l'hormone du plaisir. On a l'endorphine qui est connue aussi avec les sportifs. Hein, les joggeurs, au bout d'un moment, il y a une sécrétion d'endorphine qui va s'accompagner d'un état d'euphorie. Hein, l'endorphine, l'état d'euphorie. Il y a l'ocytocine, qui est l'hormone de la tendresse, l'hormone de l'attachement. Hein. D'ailleurs, quand la femme accouche, au moment de l'accouchement, après les moments où ça peut être douloureux, il y a sécrétion d'endorphine qui amène l'état d'euphorie. Et puis il y a l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Hein. Tout ça, ce sont des productions naturelles qui se mettent en place quand tout se passe bien et qui font que la relation va pouvoir se mettre en place, se tisser avec le bébé et l'enfant. Hein. Et puis j'ai retenu une 4e hormone qui est la sérotonine, qui est l'hormone de la régulation de l'humeur. D'ailleurs, les gens qui sont dépressifs, on note une carence en termes de sérotonine. Ouais. Hein. Et qui intervient également dans le sommeil, non? Qui intervient, donc la sérotonine, c'est celle qui permet la production de la mélatonine. La sérotonine, elle est complice de nombre de productions.
hein, elle va permettre la sécrétion de la mélatonine. Je n'en traite pas là. La mélatonine, d'ailleurs, avec le mode de vie que nous avons, moderne, avec le dérèglement qu'il génère en termes de rythme biologique, hein, c'est un des sujets de mon bouquin, Bien se réveiller chaque matin, entraîne une perturbation de la sécrétion de la mélatonine et qui a des conséquences en termes de comportement, en termes de mal-être très, très importantes. Donc j'ai retenu ces 4 hormones, hein, la dopamine, l'endorphine, l'ocytocine, hein, et la sérotonine qu'on vient de voir. Alors, bien, toutes ces hormones, il y a un moment où elles rentrent dans la danse tout ensemble, ça s'appelle un boost dans l'organisme, hein, c'est un cocktail explosif entre guillemets, c'est quand il y a l'orgasme. L'orgasme, là on a le cocktail de ces hormones qui entrent en jeu, d'où cet état d'euphorie, hein, cet état d'impression de planer, et puis le moment de la détente qui font qu'après les hommes souvent s'endorment facilement. On a ces clichés de l'homme qui s'endort après. Hein. Voilà, il y a ce cocktail d'hormones qui entre en jeu. Donc ça fait partie de la vie. Hein. Et là, l'ouvrage sur lequel je travaille est orienté sur le bien-être, hein, sur le bien-être et la santé. Et comment est-ce que nous pouvons générer cela? Eh bien, tout naturellement, le fait de rire. Hein, voilà, déjà là, ça y est, hein, nous générons des hormones de bien-être. Qui plus est, le fait de rire, on a le système nerveux végétatif avec la partie orthosympathique qui est celle de l'action, parasympathique celle de la relaxation. Avec le rire, on a une espèce de jogging interne qui se fait où on va avoir en jeu ces 2 systèmes, sympathique et parasympathique, et le rire va favoriser aussi l'équilibrage de ce système. Hein. Alors c'est le rire, c'est le sourire aussi? Le rire, oui, le sourire, le fait de sourire, donner du sourire. Hein. Et donc la joie quelque part? La joie, bien sûr, hein, va générer ces hormones du bien-être. Alors comment nous pouvons le générer, tout simplement? Déjà, je forme depuis nombre d'années des professionnels de la santé. Et je pose souvent cette question, je continue encore à la poser, je dis, est-ce que vous savez qu'il y a le monde moderne, ces dernières années, a découvert une nouvelle vitamine, la vitamine T. T. Comme Théophile, comme thé à la menthe, thé au jasmin, vitamine T. Ouais. Hein? Vous savez ce que c'est, la vitamine T? C'est la vitamine toucher, voilà, hein? Le toucher. Hein? On a découvert que je la considère comme une nourriture fondamentale. Hein. Le bébé en a besoin, autant que le lait. S'il n'y a pas le toucher, nous ne survivons pas. Hein. Nous tombons gravement malades. Donc le toucher. Donc toucher, donner de la tendresse, donner, recevoir des câlins, c'est fondamental. Voilà. Là, on a des hormones du bien-être qui vont être générées, favorisées dans notre corps, dans notre organisme. Donc vitamine T, vitamine toucher, hein, le câlin. Voilà. Faites votre cure de vitamine T. Voilà, régulièrement. Chaque jour, comptez, je plaisante. Hein. Est-ce que vous avez votre nourriture de douceur, de tendresse, de toucher? Ça, c'est très important. Hein. Vitamine V. Est-ce que vous connaissez la vitamine V? C'est une autre question que j'aime poser. La vitamine verte, green, en anglais on dit la vitamine G, quoi, green. En fait, V comme verdure, comme nature. Hein, c'est la nourriture que nous recevons de la nature. Il y a un ouvrage d'ailleurs qui s'appuie sur des bases scientifiques par 2 psychologues qui sont sortis il y a quelques années, dont le titre est « Pourquoi la nature nous fait du bien ?» Et il montre par des observations scientifiques l'importance d'être régulièrement connecté à la nature. Hein. Et là, nous allons générer des hormones du bien-être, hein, des hormones du bonheur. On a, c'est nourrir sa sensorialité. Par exemple, manger, prendre le temps de manger, de regarder ce que vous allez manger. Manger par les yeux d'abord, ensuite par le nez, et ensuite savourer, prendre le temps de savourer. Et là, on a des hormones du plaisir, hein, du bien-être qui vont être favorisées.
Qu'est-ce que nous avons encore? Ben, ça c'est aussi mis en évidence par la science, hein, c'est la méditation. Voilà, la pratique régulière de la méditation va favoriser la production des hormones du bien-être, hein, la relaxation. Dans une autre dynamique, bien sûr, l'activité physique. On a vu, le jogging peut générer les endorphines et cette sensation d'euphorie. Mais bon, si on n'est pas partisan de la course, eh ben on peut rire. Il y a des écoles du rire, il y a de la rirothérapie qui se développe maintenant. La rigolothérapie. La rigolothérapie, où ben, nous allons faire notre jogging, notre manière. On va solliciter le diaphragme, les muscles respiratoires, les abdominaux. Ben, ça nous fait respirer beaucoup plus et donc ça va être très salutaire pour la santé. Voilà, donc ça fait déjà... donc en clair, entre, comment dire, rire, sourire, toucher, sensorialité, en clair le message c'est vivre dans son corps. Absolument, complètement, bien sûr. Nous sommes dans une culture, comme je le répète très souvent, qui est la culture de la pensée. Je pense, donc je suis. Hein, vous voyez à qui je fais référence. Je pense, donc je suis. Là, ici, la culture qui est proposée, c'est je ressens, donc je suis. Hein. Et l'expérience montre que mieux je suis dans la culture du ressenti corporel, et mieux je vais nourrir la pensée, mieux je vais nourrir encore la créativité. Plus j'ouvre à ma sensorialité, et plus je vais nourrir la créativité. Donc le corps, c'est l'élément, l'instrument par lequel nous sommes au monde. C'est par le corps que je peux dire je me sens bien ou je me sens mal. Hein. Et ressentir le flux de la vie, se sentir vivant, ça passe vraiment par ce canal de la sensorialité en fait. Hein. La vie ne se vit pas dans la tête, la vie se vit... ne se vit pas dans la tête et pourtant, force est de constater que c'est comme ça qu'on la vit en général, par procuration. Mais la vie se vit bien dans le corps, à travers le corps. La plupart du temps, nous sommes perchés en haut dans le monde de la pensée, de l'image. Nous ne sommes pas en connexion avec nous-mêmes, ici et maintenant, et même avec les autres, l'environnement. Nous ne sommes pas ou rarement connectés. Nous sommes dans notre construction, nos films que nous tournons continuellement. Et donc, être dans la sensorialité, dans le ici et maintenant, par la méditation ou par simplement savourer son repas dans l'instant, marcher dans un cadre de nature par exemple, être vraiment dans l'instant, là, à ce moment-là, on va se rapprocher de son être, se rapprocher de son élan vital, de sa propre énergie vitale. Et là, quand nous sommes dans cette dynamique-là, c'est éminemment salutaire. Ça rejoint un petit peu la discussion que nous avions ce matin. Vous n'étiez pas là, mais nous avons déjà eu une grosse discussion ce matin au sujet de l'énergie d'amour. Donc alors, je répète. C'est l'ocytocine, hein. L'énergie d'amour, c'est avec l'ocytocine. Ouais. Voilà. C'est celle de la tendresse et de l'attachement et de l'amour. Ouais. Mais en même temps, pour moi, moi je parle vraiment de l'amour avec un grand A. Oui. Et, moi, je reste dans le corps, donc je vois au niveau de la matérialisation, de quels sont les mécanismes, les processus qui se manifestent au niveau du corps. Chacune de ces hormones est une déclinaison de la vie. Et donc, l'essence de la vie, c'est l'amour, mais l'amour avec un grand A. Cette énergie pranique, cette force qui... Prana, c'est un terme sanskrit qui veut dire énergie vitale, énergie de vie, et qui est la substance de toute vie sur Terre et dans l'univers. Et donc voilà. Oui, donc je voulais reprendre. Donc tu nous parles de sourire, tu nous parles de la vitamine T qui est le toucher, la vitamine V qui est la nature, le verre, le contact avec la nature, l'activité sportive qui est toujours en lien avec le physique. Dans une bonne hygiène corporelle, active. Voilà. Pas être dans la sédentarité. Voilà. À manger des cacahuètes et à regarder la télé dans les pantoufles avec de la bière. Donc ça l'effet ne va pas être le même que
Et j'aime bien les cacahuètes, hein, autant. Ouais. Quand on fait ça, là, on vit notre vie par procuration. Donc l'idée, c'est de casser l'écran de télé et puis de rentrer dans la télé, hein, pour aller dans la vraie vie, en quelque sorte. En tout cas, il est fondamental, important de régulièrement se déconnecter de l'écran de télé, se déconnecter du smartphone, se déconnecter des tablettes pour vraiment se connecter à soi, se connecter à la nature. Et là, aujourd'hui, on est... Oui, tout à fait. Je passe beaucoup de temps à écrire justement sur l'ordinateur et je veille, je suis attentif à qu'il y ait de bonnes respirations et de bonnes connexions régulières, renouvelées, enrichies avec soi-même, avec la nature. C'est fondamental. Alors du coup, j'en profite parce que tu proposes une parfaite transition. Parce que nous parlions précédemment d'un événement que tu organises, un festival, je crois, que tu organises l'année prochaine, à Autran, dans l'Isère. Dans le Vercors. Dans le Vercors. Voilà, oui, Et justement sur l'impact des multimédias sur l'être humain. Voilà, c'est en cours, là, il y a toute une équipe, nous travaillons là-dessus. Ce sera le 11, 12, 13 octobre 2019 à Autran, dans le Vercors. Et le festival s'appelle actuellement Homo Connecticus, c'est-à-dire que pendant 3 jours, nous allons prendre connaissance de l'impact du numérique dans toutes les différentes dimensions de notre vie et dans l'environnement, bien sûr. Hein. On va tâcher de connecter les ombres et les lumières de toutes ces technologies modernes qui envahissent nos vies dans toutes les dimensions de notre vie, de l'enfance jusqu'à la fin de vie, jusque dans la nature aussi, jusque dans l'agriculture, donc c'est de partout. Et comment est-ce que nous pouvons évoluer dans cet univers-là? Comment est-ce que nous pouvons utiliser les meilleurs côtés? Comment nous pouvons, dans toute la mesure du possible, nous prémunir, nous protéger des travers de ces pratiques? Voilà. Alors, je précisais tout à l'heure que tu étais le directeur de l'IFGAP. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'IFGAP, c'est l'Institut de formation en Gestalt et accompagnement professionnel. Hein, comme son nom l'indique, il s'est orienté vers l'accompagnement professionnel. Et dans ce cadre-là, il y a des stages orientés, bien sûr, sur le bien-être, hein, le bien-être, la santé, accessibles à tous et aux professionnels de l'accompagnement, quel qu'il soit. Donc on a formation à l'approche qui s'appelle la Gestalt thérapie, formation en art-thérapie, formation au coaching, une nouvelle formation qui commence avec le docteur Michel Delorgeril et Patricia Salen, qui est sur la psychobionutrition, donc une approche vraiment globale de l'être, avec la dimension de la nourriture et de la nutrition, mais dans une approche globale. Et puis il y a une formation aussi qui démarque, la formation à la supervision professionnelle, c'est-à-dire l'accompagnement d'équipes de professionnels dans ce qu'on appelle l'analyse de la pratique professionnelle. Voilà, donc il y a plusieurs formations, plusieurs stages qui se font en France, qui se font en Guadeloupe, au Maroc. Voilà. Et tu proposes dans le cadre de l'IFGAP également souvent des séminaires qui sont ouverts à tous. Voilà, donc à l'IFGAP, il y a un concept qui a été appelé l'université des 4 saisons. Et à chaque saison, il y a une session de 3 à 6 jours avec une thématique dominante. Là, la prochaine, par exemple, fin octobre, va avoir pour thème enfants, adolescents, famille, quels accompagnements. Donc ça va comprendre l'accompagnement en thérapie, en coaching et en médiation. Et on va voir aujourd'hui, il y a au niveau des enfants et des jeunes des difficultés croissantes. Hein, et comment est-ce qu'il est possible d'accompagner, donc ou individuellement ou en famille, des gens qui rencontrent des difficultés, quoi. Alors tu t'intéresses au bien-être, et donc des particuliers, hein, mais aussi dans le cadre de l'entreprise. Et tu es en train de développer des nouvelles choses dans ce sens-là? Oui. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler. Je suis sollicité assez régulièrement pour intervenir dans des entreprises ou collectivités. Mais là, en Guadeloupe, il y a un travail qui est en train qui est élaboré. Maintenant, on va passer à la phase
la diffusion de la communication avec mon ami Pascal Proust qui vit en Guadeloupe. Et on a développé un concept qui amène les gens de l'entreprise dans la nature, dans la forêt tropicale, dans les rivières et à la mer aussi, pour sortir complètement du cadre des bureaux de l'entreprise et pour permettre de créer des conditions pour évoluer vers une autre manière de manager, une autre manière de fonctionner en équipe, où on est plus respectueux de soi, des autres et de l'environnement, et tout en étant dans une préoccupation qui est celle de l'entreprise, c'est-à-dire d'avoir des résultats et de la performance, mais où nous mettons l'humain au centre et l'humain en lien avec son environnement. Alors du coup, parce que tout à l'heure tu parlais de se reconnecter à la nature, et c'est un peu ça que tu proposes en fait, hein. C'est de sortir du cadre numérique dans lequel l'entreprise va fonctionner, pour la remettre en contact avec la nature, et donc sa propre nature, et de mieux comprendre comment, quand on est connecté à la nature et donc à son essence naturelle, on fonctionne, et de pouvoir reporter de façon plus consciente ces comportements, ces aspects de nous-mêmes au sein de l'entreprise. Tout à fait. Pour réharmoniser du coup comment dire, le fonctionnement de l'entreprise au fonctionnement de la nature, au fonctionnement de la vie. Voilà, il y a à la fois l'humain au sein de l'entreprise en relation avec la communauté humaine de l'entreprise, et l'entreprise en relation avec l'univers social, économique, et en relation avec la nature. C'est tout cela qui doit arriver à s'articuler de la manière la plus harmonieuse, équilibrée possible, et avec la dynamique du respect, hein. Et donc c'est être dans l'efficacité, mais dans le respect de l'individu, du collectif et de l'environnement. Et puis dans la nature, on a l'occasion de se confronter à des situations complètement nouvelles. Et il y a une parole traditionnelle qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Hein, donc la forêt qui pousse, ce sont plein de mouvements qui sont là, qui sont imperceptibles, mais qui peuvent être perceptibles si nous ouvrons nos sens, notre intelligence. Et à ce moment-là, l'expérience qu'on va vivre dans la nature et la sensorialité qu'on va pouvoir y déployer, tout ce que nous allons vivre comme difficultés, comme choses à résoudre dans le cadre de la nature, nous pouvons ensuite les retrouver dans le cadre professionnel, et nous allons nous retrouver dans le cadre professionnel nourris de cette expérience, du lien originel et puissant avec la nature, et d'une autre façon d'être en relation avec les autres qui est éminemment riche et qui est dans une dynamique de solidarité, de créativité. Donc ça, c'est très puissant et c'est passionnant. Super. Voilà, donc les hormones du bien-être, là, hein, on les sollicite. Ouais. Ça ne veut pas dire les hormones de bien-être, ça veut dire intégrer que dans la vie, il y a du stress, dans la vie, il y a des difficultés, dans la vie, il y a des épreuves à passer régulièrement. Et mieux, nous organisons pour être dans un meilleur équilibre intérieur, dans la meilleure harmonie possible avec soi et l'environnement. Et mieux, eh bien, ces événements, ces épreuves à passer, nous allons pouvoir les vivre et grandir avec. Merci Karim. Merci Marie de l'accueil dans ce cadre magnifique provençal. Super. De nature, c'est du pur plaisir. Donc, développez vos hormones du bien-être bientôt dans les kiosques. Alors l'éditeur déterminera actuellement, moi le titre que j'ai trouvé, c'est « Comment produire les hormones du bien-être dans votre corps ». Voilà, ça c'est l'idée, ouais. Avec que du concret, que du pratico-pratique, pour permettre de générer ces états de bien-être en soi. Et ça, c'est l'éditeur qui décidera après du titre. D'accord. Ok, donc d'ici 2-3 mois 6 mois, tu sais pas trop? Oui, dans les 3 à 6 mois maximum. Ouais, okay. Oui. Voilà. Donc, eh ben, si vous souhaitez entrer en contact avec Karim, vous avez tout sous la vidéo. Et merci pour votre écoute. Et à bientôt. À bientôt Karim. À bientôt à vous.
Ciao. Ciao.